Bonsoir à tous, j'improvise ce live pour vous parler du procès des attentats du 13 novembre 2015. Comme je l'expliquais dans ma story, aujourd'hui j'ai plaidé devant la cour d'appel de Paris et j'en ai profité pour aller assister au procès des attentats du 13 novembre 2015. J'ai tenté de rentrer dans la salle et c'est là que je me suis rendu compte du dispositif de sécurité qui est mis en place, c'est-à-dire que même en tant qu'avocat, je n'ai pas pu rentrer dans la salle. Apparemment, c'est seuls les avocats, soit des prévenus, soit des parties civiles, qui peuvent assister au procès. Et donc, du coup, je me suis rendue dans une des salles dans laquelle le procès est retransmis. Dispositif de sécurité encore très important puisqu'on nous demande d'éteindre nos téléphones portables, c'est-à-dire complètement, on vous demande de le montrer pour vérifier que le téléphone portable est bien fermé, on vous dit qu'on n'a pas le droit de boire, pas le droit de manger, il n'y a pas de difficulté. Et donc du coup, je me suis installée comme toutes les autres personnes qui se sont installées pour assister à ce procès-là. Et je suis arrivée pendant qu'une des victimes racontait son calvaire et j'ai été frappée par l'horreur en fait que ces victimes ont pu vivre durant ces attentats et la façon dont elles nous racontaient ça avec beaucoup de courage. Et j'ai été tellement subjuguée par ce courage, cet héroïsme que j'en ai pris des notes et je voudrais un petit peu vous en parler. Alors il y a une personne, et je suis navrée de ne pas me souvenir des noms, parce qu'en fait je ne m'attendais pas à ces témoignages-là. Et du coup, je suis restée et j'ai écouté, j'en ai eu les larmes aux yeux comme j'explique dans mon post. Et j'aimerais vous les citer, en fait, vous citer ce que j'ai pu prendre comme note. Alors, il y a une des personnes qui racontait que depuis ce jour-là, sa vie a basculé. Elle a été obligée déjà obligée de retourner vivre chez ses parents, qu'elle était plus du tout indépendante physiquement, que sa mère était obligée de la nettoyer, de la nourrir, de lui donner... Elle racontait qu'on la gavait de manger, parce qu'en fait, elle n'avait pas la possibilité de manger toute seule. Et elle racontait cela avec tellement d'héroïsme. Elle racontait, alors je vais la citer, je m'en veux d'être sortie ce soir-là. Parfois même mon fils de 8 ans m'en veut d'être sorti ce soir-là. Elle raconte sa vie depuis les attentats. Elle raconte son corps et son psychisme brisés en 1000 morceaux depuis ce jour-là. On m'a gavé pour me nourrir. Et j'ai subi 40 interventions. Et la 40e intervention a eu lieu à la veille de mon 40e anniversaire. Elle racontait... Je n'arrive pas à imaginer que pour fêter mes 40 ans, j'ai dû être présente aujourd'hui pour témoigner de ces horreurs. Mais elle raconte à quel point ce témoignage était important pour elle et qu'elle était, en son fort intérieur, également le porte-parole des victimes qui sont mortes ce jour-là. Une autre victime racontait... elle racontait tout d'abord sa joie d'être allée à ce concert qu'elle attendait depuis tellement longtemps. Et elle racontait à quel point ce bonheur a été transformé en horreur. Je me suis retrouvée dans une mare de sang chaude, et elle disait que c'était littéralement cela. Ça veut dire qu'en fait, elle voyait du sang de partout, et elle disait, je ne sais pas comment, aussi rapidement, il y avait pu avoir autant de sang dans cette salle. Et en fait, elle nous racontait qu'au départ, elle voyait les gens tomber comme des dominos autour d'elle, qu'elle comprenait pas ce qui se passait, jusqu'au moment où elle a vu les agresseurs. Elle a été étonnée de voir qu'ils n'avaient pas de cagoule, comme dans les attentats de Charlie Hebdo, que en fait, le fait de ne pas avoir de cagoule, elle comprenait que eux aussi seraient des martyrs et qu'ils mourraient en martyrs dans le cadre de ces horreurs qu'ils leur faisaient vivre. J'ai cru que je tombais, à un moment donné, elle raconte, j'ai cru que je tombais car j'avais bousculé un autre corps. Puis je me suis rendu compte que je n'avais touché aucun corps, mais que au contraire, c'est moi-même qui avais été touchée au tibia. Et je voyais mon os qui sortait de ma jambe. C'était terrifiant la façon dont elle nous racontait cela.
Et elle raconte que juste après, elle a été touchée au bras et qu'elle a vu son os du bras sortir et qu'en fait, elle s'est retrouvée avec la jambe qui ne fonctionnait plus, le bras qui ne fonctionnait plus, et elle a compris cela donc en voyant l'os sortir de sa jambe et surtout en voyant qu'en voulant se relever, elle ne pouvait plus se relever. En voulant déplacer ma jambe délabrée, je me suis rendu compte que mon bras avait subi le même sort. Elle s'est rendue compte que finalement elle avait été touchée également au bras. Et elle raconte aussi qu'elle s'est mise à fermer les yeux, qu'elle était allongée au sol, qu'elle s'est mise à fermer les yeux parce qu'elle s'est dit que c'était la seule manière pour elle de faire croire aux agresseurs qu'elle était morte. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que lorsque tout le monde à l'extérieur a compris qu'il y avait des attentats au Bataclan, tout le monde a commencé à appeler leur famille. Et en fait, elle raconte que soudainement, il y avait des téléphones qui sonnaient. On n'entendait que des téléphones sonner, des bips, des messages, des appels. Et ce que faisaient les agresseurs, c'est que à chaque fois que quelqu'un bougeait pour toucher son téléphone, ils les abattaient. Et en fait, elle s'est dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends mon téléphone pour rassurer mes parents? Ou est-ce que finalement, les rassurer, c'est leur donner une fausse joie parce que dans 2 minutes, je vais mourir sous le coup des agresseurs? Elle raconte également que ces agresseurs tuaient les gens avec une certaine délectation. Et cette horreur, en fait, qu'elle raconte m'a... franchement, j'ai été abasourdie par ce que j'entendais. Et elle disait... J'aurais tout donné à ce moment-là pour être inconsciente, tout simplement pour ne pas entendre le bruit des tirs incessants, ni l'odeur du sang chaud. Je suis avocate, j'ai assisté à énormément de procès dans ma vie, également en pénal, et là, ces horreurs qui m'ont été racontées, qui nous ont été racontées, m'ont montré en fait le courage de ces personnes. Et là, elle continue en disant « Le temps s'écoulait et le cauchemar ne s'arrêtait pas. J'acceptais le fait que j'allais mourir à 32 ans au milieu de ces personnes qui étaient venues pour vivre un moment de joie qui s'est transformé en horreur. J'ai imaginé mes funérailles et là, je me suis dit « Est-ce qu'ils allaient mettre la musique que j'aime tant ?» Je me suis rendu compte que si je mourais, mes parents devraient ranger mon appartement. Est-ce qu'il était assez rangé? Et en fait, elle nous raconte que dans cette horreur, elle était arrivée à se poser des questions tellement pragmatiques et qui sont tellement loin de l'horreur vécue. Et à un moment donné, elle nous raconte une chose, un événement. Elle nous dit qu'en fait, elle entendait une voix, la voix d'une femme qui lui demandait comment est-ce qu'elle s'appelait et si elle allait bien. Pour qu'en fait, juste après, elle se rende compte que cette personne qui lui demandait son nom et qui lui demandait comment elle allait, en fait, cette femme était en dessous d'elle. C'est-à-dire que les gens étaient entassés les uns sur les autres et cette femme qui était en dessous d'elle lui demandait comment elle s'appelait et comment est-ce qu'elle allait pour se rassurer. Et en fait, elle raconte que ce témoignage, elle le réalise afin de consoler les autres victimes, afin de consoler les familles des personnes qui sont mortes. Et elle termine son témoignage en disant « J'aurais tellement aimé ne pas avoir à vous consoler. » Comment vous dire? Ces personnes nous ont montré l'horreur qu'elles ont vécue. Et si je fais cette vidéo, c'est parce que j'ai envie de vous dire à tous, allez les écouter. Ça vaut le coup d'aller se rendre même une demi-heure au tribunal pour aller entendre les horreurs qui ont été vécues par ces personnes. Et sincèrement, je l'ai fait purement par hasard et je regrette pas d'y être allée. Je vois beaucoup de mes confrères qui racontent les propos des bourreaux, les propos de ces agresseurs. Et moi, ce que je veux aujourd'hui, c'est vous parler de ces victimes et vous raconter ce qu'elles nous ont raconté et vous encourager à aller les écouter. Ce procès n'est pas seulement le procès de ces victimes, ce procès est également le procès de nous tous, en fait, de nous tous qui sommes français, qui sommes citoyens français. Et en allant les soutenir, en fait, on démontre au monde entier, on démontre à ce radicalisme qu'on ne tombera pas dans le même panneau, que nous sommes humains et que ce procès a lieu pour montrer l'humanisme des Français, l'humanisme de notre justice. C'est pourquoi je vous encourage vivement à vous y rendre.
Si vous avez des questions, vous pouvez les écrire en commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. Je vois pas vraiment de commentaires. Je pense que ce qui vous intéressait surtout, c'était d'entendre ce témoignage. En tout cas, je vais publier ce live. Nous pouvons en parler. Je pense qu'il faut en parler. Et vraiment, je dis bravo à toutes ces victimes qui, dans toutes ces horreurs, ont réussi à chercher des petits bouts de bonheur. Et en fait, elle disait surtout que elles vivent aujourd'hui et elles remercient, elles sont reconnaissantes du fait que elles ont vécu, que elles ont survécu. Elle racontait à quel point elles avaient vu une mare de sang, tellement de personnes qui étaient amassées les uns sur les autres. Et en fait, elles disent qu'elles sont là pour être le porte-parole de ceux qui n'ont pas survécu. Allez les voir, soutenez-les. Et je pense que ça vaut vraiment la peine d'aller assister à ce procès. Même 10 minutes, un quart d'heure, rentrez, allez voir. C'est émouvant, c'est plein de... Ça donne tellement... Ça nous... Vous savez, on est tous dans notre quotidien, dans nos petits malheurs, dans nos petites difficultés. Et en fait, quand on voit ces personnes-là, on se dit que le bonheur, on peut le trouver n'importe où, même dans la pire des horreurs. Voilà. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Je tenais vraiment à faire cette vidéo. Je vais la publier pour que d'autres personnes puissent le voir. Et partager la vidéo, parce que je pense que ça vaut vraiment le coup. Ça vaut vraiment... il faut que les gens entendent ce que ces victimes ont à dire. Et c'est pas pour rien qu'un dispositif complet a été mis en place pour que tout le monde puisse y assister.